Bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième présentation pour ce séminaire de cette année scolaire sur la thématique nature et soins. J'ai le plaisir d'être la modératrice pour cette séance ce soir. Donc voilà, moi je m'appelle Catherine Aupin-Givors, je suis cadre socio-éducative à l'EPSMD, donc je m'occupe de travail social en psychiatrie. Voilà. Je vais vous présenter donc pour ce soir notre thématique, notre intitulé, c'est de la naturalisation du social à la politisation de la nature vers de nouveaux conflits sociaux. Voilà, nous avons deux intervenantes qui sont Caroline Nisambert et Mathé Toulier. Donc, Caroline Nisambert est médecin à l'HESS et travaille autour des questions de santé publique à la ville de Paris. Donc, je vous présente aussi Mathé Toulier, qui est la présidente de l'association des familles victimes du saturnisme, bénévole et présidente de cette association. Voilà. Donc, pour ce soir, on a dû s'adapter puisque la conférence ne peut avoir lieu qu'en distanciel. Mais c'est Madame Toulier qui va commencer en présentant le sujet de son association et puis ensuite Madame Isambert qui prendra le relais. Nous terminerons sur un échange dans lequel n'hésitez pas à poser vos questions ensuite sur le chat en laissant des messages et puis nous répondrons et débattrons sur les sujets qui seront très riches, j'en suis certaine. Voilà, merci à vous. À vous, Madame Toulier. Bonsoir à tous. Eh bien, oui, puisque nous avons choisi de parler du saturnisme, nous allons démarrer par qu'est-ce que c'est au juste que ce truc? En fait, c'est l'intoxication par le plomb qui, quand il arrive dans un foyer, pose des problèmes à toute la famille, d'où notre nom, Association des familles victimes du saturnisme. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le plomb n'existe pas à l'état naturel dans le corps humain, et dans le corps des animaux non plus d'ailleurs. Et quand il y rentre, il provoque des dégâts qui sont irréversibles et variables selon chacun d'entre nous, et particulièrement graves chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. S'il vous plaît. Voilà. Il rentre dans le corps soit par la voie cutanée, mais ça c'est assez rare, c'est surtout dans les milieux professionnels. Sinon, c'est surtout les particules de plomb qui sont respirées ou digérées. Et ça, c'est particulièrement important chez les jeunes enfants qui mettent la main à la bouche, même s'ils n'ont pas un comportement de piqûre. Voilà. Et puis, le plomb traverse la barrière placentaire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, il rentre dans le corps, il est stocké dans le sang pendant 4 à 8 semaines. Et à ce moment-là, il est dosable, qu'on appelle une plombémie, ce dosage. Il y a une partie qui est éliminée, surtout par voie rénale et un peu dans les selles. Et le reste est fixé pendant 10, 20, 30 ans dans les os longs. Suivant, s'il vous plaît. Et une fois dans les os, eh bien, il n'y reste pas tout le temps, puisqu'il peut être relargué et repartir dans la circulation générale et faire à nouveau des dégâts lors de la puberté, de la ménopause, de l'ostéoporose, d'une immobilisation prolongée, d'une grossesse qui le mettra en danger. Puisqu'il peut provoquer, là, bon, donc, voilà, là, ça reprend un peu de façon un petit peu plus condensé tout ce que je viens de vous dire de l'absorption digestive ou respiratoire et l'élimination et le stockage. Voilà. S'il vous plaît, voilà. Et ces cibles, ça va être le système nerveux central, le foie, les reins et le fœtus. S'il vous plaît.
Et un des problèmes avec l'intoxication au plomb, c'est que ça passe inaperçu. Les symptômes, c'est assez banal, hein, un peu de fatigue, de l'anémie, de la pâleur, mal au ventre, le gamin qui devient tout mou, au contraire hyper excité, les troubles du sommeil, puis on s'aperçoit qu'il ne se développe pas très bien. Donc, si on pense qu'il peut y avoir une intoxication par le plomb, on fait un dosage sanguin. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, là, ça reprend une série de troubles qui sont gradués en taux de plomb dans le sang, hein, la colonne de gauche, et ensuite, vous voyez, tout en haut, risque de décès chez l'adulte. Mais en fait, on n'a pas une équivalence juste entre chaque dose de plomb et les conséquences pour celui qui supporte cette dose de plomb. Suivante, s'il vous plaît. Parce que les conséquences, ça va être des déficits intellectuels, des pertes de points de QI, un enfant qui ne sera pas concentré, qui ne pourra pas bien apprendre parce qu'il ne peut pas se concentrer, qui bougera tout le temps, qui dormira mal, qui aura des troubles du comportement, de l'anémie, de la fatigue. Donc, c'est un risque d'infertilité, baisse des chromosomes et baisse des spermatozoïdes, baisse des spermatozoïdes, la production des spermatozoïdes et ralentissement. Voilà, risque d'hypertension artérielle, maladie rénale, surdité, retard de la puberté. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des risques pour le fœtus, risque de fausse couche, de bébé qui naît avant terme, qui est de petit poids ou qui est déjà intoxiqué, risque de cancer et paralysie des mains et des pieds. Moi qui suis d'un autre âge, j'ai vu dans la rue des hommes qui se promenaient avec des bras complètement repliés comme ça et des pieds de même. Hein. C'était ça la paralysie provoquée par le plomb et la mort. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur la photo d'avant. S'il vous plaît. Donc, le taux naturel, c'est 0. Et la prise de sang, le dosage sanguin, ça s'appelle une plombémie, qui permet de connaître à un moment précis quelle est la quantité de plomb dans le sang. Et ça me donne, c'est un reflet éventuellement de ce qu'il y a dans les os. Vous voyez, c'est pas top. Hein. Et on se repère avec des mesures, des valeurs qui servent de point de repère, des mesures d'ajustement qui permettent de déclencher ce qu'on peut faire, voilà, et qui sont sujettes à évolution dans le temps, puisque ce qu'on vise, c'est 0. C'est ce qu'on revendique et vers quoi on tend. S'il vous plaît. Mais actuellement, donc, on a fixé des valeurs de gestion. Et en France, depuis 2016, c'est 50 microgrammes par litre de sang pour faire un diagnostic de saturnisme infantile, ce qui entraîne une déclaration obligatoire, etc. Et un seuil de vigilance entre 25 et 50 microgrammes litre. Ce qui veut dire qu'en dessous de 25, on considère qu'il n'y a rien. Ce qui n'est pas logique du tout. Voilà. Dans la population générale, on a d'autres taux, et selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on travaille dans un milieu où on peut être en contact avec le plomb, on verra tout à l'heure lesquels, on a un dosage différent. On peut avoir un petit peu plus, vous voyez. Et puis, il y a des mesures qui dépendent du Code de la santé publique, d'autres du Code du travail. Et puis, il y a des préconisations du Haut Conseil de santé publique qui a fixé un objectif à atteindre fin 2017 qui n'a pas été atteint, une plombémie moyenne de 12 microgrammes litre.
pour l'ensemble de la population, et 98% de la population inférieure à 40 microgrammes litre. Ça n'a pas été atteint. Donc, vous voyez, je vous ai mis sur cette même diapo l'ensemble de ces chiffres pour que vous visualisiez bien à quel point c'est un petit micmac, un petit arrangement, qu'on se fixe des points scientifiques avec des microgrammes litres, mais qu'en fait, on s'y perd un peu. Et ça n'est pas très logique. Par exemple, une femme qui travaille dans un milieu où elle peut être exposée, le code du travail va dire jusqu'à 300 microgrammes litres, bon, on va rien faire. Alors que si elle veut avoir un enfant, il lui faut 50 microgrammes litres, pas plus. Ça colle pas vraiment. Hein. Et puis, on a vu que même à très faible dose, ça peut avoir des conséquences très importantes pour chacun. Suivante, s'il vous plaît. Merci. L'ampleur des dégâts. Donc, pour l'UNICEF, c'est un enfant sur la planète sur 3. Un enfant sur 3 qui a une plombémie supérieure ou égale à 50 microgrammes par litre de sang. Pour l'OMS, en 2019, le saturnisme causait 900 000 décès, était responsable de 8,2% des hypertensions artérielles, 5,2% des cardiopathies ischémiques, 5,65% des accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez, c'est pas rien, et la liste aurait pu s'allonger encore. Suivante, s'il vous plaît. Et comble de tout, il n'y a aucun traitement. Donc, le seul moyen de se débarrasser du saturnine, c'est d'empêcher que cette intoxication ait lieu. Pour ça, il faut éliminer les sources d'intoxication. Suivante, s'il vous plaît. Et c'est ce qui a déterminé la création de certains nombres de structures. Dans les années 80, plusieurs enfants sont décédés à Paris à cause du saturnisme. Et donc, il y a eu un premier collectif anti-plomb qui s'est créé en 1988. Médecins du Monde qui, en 1993, a créé la mission Saturnisme. Et en mars 98 est née l'Association des familles victimes du saturnisme, donc plusieurs associations, le Gistier, la Quatraine, les Médecins du Monde, la Bellevilleuse, une association quartier, des familles touchées par le saturnisme, une directrice d'école, il y avait des enfants intoxiqués, pour combattre ce fléau. Et une des premières actions de l'AVS a été de faire inscrire les dispositifs de lutte contre le saturnisme dans la loi de 1998 contre les exclusions. La suivante, s'il vous plaît. Et depuis 1998, nous assurons l'accompagnement administratif et juridique, et ça peut durer pendant plusieurs années, des familles confrontées au saturnisme. On informe, on renseigne, on publie, on réunit pour que les dangers du plomb soient connus, pour recueillir tous les témoignages des uns et des autres sur leurs difficultés à faire valoir leurs droits, à ne pas être intoxiqués par leur lieu de vie. Et pour revendiquer que tout cela, ça évolue. Donc, ça nous oblige à rencontrer des associations pour travailler avec elles, pour rencontrer des institutions, mener des plaidoyers, donc pour que la législation évolue et qu'il n'y ait plus d'enfants et même d'adultes intoxiqués, puisqu'on l'a vu, quand on est enfant intoxiqué, on le garde toute sa vie, c'est une vraie épée de Damoclès. La suivante, s'il vous plaît. Alors, où se contamine-t-on? Eh bien, essentiellement dans les habitats insalubres. Et c'est là notre travail essentiel à la FVS. Les peintures contenant du plomb ont été utilisées jusqu'en 1948. Là, elles ont été interdites pour les professionnels. Les professionnels ne pouvaient plus l'utiliser.
normalement. Mais en fait, elles ont été vendues et utilisées jusque dans les années 1990. Et quand ces peintures sont posées sur un mur, sur la boiserie, etc., elles peuvent toujours être accessibles, en particulier dans les logements insalubres où l'humidité fait que les peintures qui ont été mises par-dessus s'effritent, et donc on a toujours accès aux peintures anciennes qui contiennent du plomb, et ces petites particules tombent sur les sols, les enfants peuvent les mettre à la bouche et s'intoxiquer. Donc la céruse, qui a mis fort longtemps avant de disparaître de notre environnement. Je donnerai tout à l'heure les coordonnées de ce livre de Judith Renorme qui parle de ce long combat pour faire interdire la céruse. Les peintures au ignium, les peintures anticorrosives, orange et noir sur les ferronneries, et puis les tuyauteries en plomb. Donc, dans les logements insalubres, les enfants sont en contact avec ces particules de plomb. Surtout quand ces logements sont suroccupés, les enfants ont encore plus l'occasion d'aller frotter les murs et les boiseries. Et donc, c'est l'essentiel de notre combat et c'est la source essentielle d'intoxication au plomb. La suivante, s'il vous plaît. Et ces logements sont souvent occupés par des gens qui utilisent des céramiques traditionnelles, des traitements traditionnels, des maquillages comme le kohl et le surma, ce qui donne une large place à la stigmatisation et qui a fait qu'on a considéré en santé publique que c'était des gens qui n'avaient qu'à pas utiliser ces produits-là, que probablement ils l'avaient ramené du pays dont ils venaient, et on a mis de côté la lutte contre le saturnisme. La suivante, s'il vous plaît. Et de plus, il y a d'autres populations qui viennent d'ailleurs ou pas, puisque certains sont bien français, les gens du voyage qui vivent de récupération de métaux, du cuivre, du plomb, pardon, du cuivre aussi, mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est le plomb, les batteries, et on leur reproche de contaminer leurs enfants parce qu'ils ont ces activités-là. Mais on oublie parfois qu'on les oblige à vivre, on peut appeler ça vivre, dans des zones qui sont largement polluées par le plomb, des zones d'épandage. On en trouve un peu partout en France, et si vous regardez la carte des zones qui sont réservées aux gens du voyage, vous pourrez constater que ce sont des zones qui sont largement polluées par les sites industriels, par l'autoroute qui est juste à côté, l'espace où circulent beaucoup de voitures qui ont fonctionné avec de l'essence au plomb. Et une autre raison de stigmatiser ces personnes-là est des difficultés pour faire reconnaître l'origine de l'intoxication des enfants. La suivante, s'il vous plaît. Autre source d'intoxication, je ne vous explique rien, vous avez tout compris. Voilà. 400 tonnes de plomb qui brûlent. Dès le lendemain, nous nous sommes mobilisés pour informer ce qu'il fallait faire parce que les gens ne savaient pas que c'était dangereux. Donc, on a fait du micro-trottoir, on a fait du porte-à-porte, on a provoqué des réunions pour informer sur les dangers, sur
les moyens de se protéger, pour réclamer des mesures, savoir à quoi on avait affaire au juste, combien il y avait de plomb de tomber sur la chaussée, combien il y en avait dans l'eau de la Seine, comment les travailleurs tout autour pouvaient se protéger, comment les balayeurs pouvaient être protégés et ne plus utiliser le balai qui soulève la poussière, la fait retomber et entre-temps ils l'ont respiré, comment les policiers qui marchaient toute la journée rentraient chez eux avec leurs chaussures pleines de plomb et pouvaient ramener sur la moquette de chez eux où leurs enfants allaient se promener tout le plomb qu'il y avait sur le parvis. Heureusement, on a écrit beaucoup de courriers, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir des mesures. Et puis finalement, la presse nous a beaucoup aidés avec Mediapart qui a publié des mesures, le New York Times qui a montré les taux faramineux de plomb sur le parvis et aux alentours. Et ça a fini par encourager la préfecture, l'ARS à donner des taux de pollution aux alentours, dans les écoles, dans les rues, etc. Mais à l'heure actuelle, on n'a jamais eu le taux de plomb à l'intérieur de Notre-Dame. C'est toujours un secret, c'est toujours l'omerta. Les mesures de précaution qui sont préconisées pour protéger les travailleurs n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné la fermeture du chantier. La Cour des comptes récemment a dit que cette histoire de plomb avait retardé le chantier parce que les mesures de protection des travailleurs n'étaient pas adaptées pour les œuvres d'art. On prétend que tout est bien propre, qu'il n'y en a plus sur les pierres, sur la chaussée. Nous sommes très, très dubitatifs. Il y a un très grand silence et ce qui est dit ne nous inspire guère confiance. Mais alors qu'au moment de l'incendie, nous avons été submergés par les occupants tout autour de Notre-Dame, qui nous appelaient très anxieux, très demandeurs d'adresses, de précision, de taux, de seuil, de coordonnées, parce que leur enfant risquait de perdre un point de QI. C'était des demandes très, très différentes par rapport aux personnes que nous avons l'habitude de suivre et qui viennent vers nous parce qu'elles habitent dans un logement insalubre où toute la famille ne peut pas tenir et on découvre fortuitement qu'il y a du plomb. Là, c'était l'inverse. Les gens venaient vers nous. Il y a sûrement du plomb chez moi, je veux savoir combien. Et s'il y en a, ils déménageaient de suite, ils envoyaient les enfants prendre l'air sur la côte. Ils vendaient leur logement, etc. Ça nous a beaucoup dépaysés. La problématique et la façon de résoudre complètement à l'opposé. Nous, on met des années et des années pour que les gens aient des travaux faits chez eux pour qu'il n'y ait plus d'accès au plomb ou encore plus longtemps pour qu'ils aient un relogement. Et là, ça se faisait claque d'une semaine sur l'autre. On a été un petit peu perdus là. Et puis maintenant, les riverains, on ne les voit plus guère parce qu'ils ne veulent surtout pas que leurs biens perdent de la valeur, parce qu'un logement plombé, ça risquerait d'être vendu moins cher qu'un logement qui ne l'est pas. Voilà, voilà. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, outre les logements, les peintures, il y a aussi les sols pollués par l'industrie et par les mines. Et là, ça donne naissance à des réactions très différentes. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes. Hein. Le programme des collectivités et pollution industrielle qui s'est réuni en début d'année 2022, où ils mettent en évidence que
bien sûr, on ne sait pas grand-chose, que ça ne permet pas trop d'agir, que chaque bassin industriel a ses spécificités, que la réglementation est un petit peu évasive, que les effets sur la santé, on ne les connaît pas trop, qu'on n'a pas assez d'informations, que les études ne sont pas reprises dans le temps et qu'on ne voit pas l'évolution. Voilà, les collectivités complètement perdues. Autre exemple, Monsieur Emmanuel Feilleux, dans le Rhône, qui avait choisi acheter une petite maison ravissante en pleine nature, la maison de ses rêves. Il a commencé à faire les travaux, etc. Puis il s'est aperçu qu'il habitait sur un remblai minier, c'est-à-dire que la mine qui avait été fermée il y a 100 ans avait complètement pollué le terrain où était construite sa maison qui était en fait une ancienne bâtisse de l'usine. Et voilà, il se retrouve avec un investissement considérable et sa maison ne vaut plus rien. Il ne peut bien sûr pas la vendre à personne parce qu'il sait que c'est un lieu empoisonné. Il n'est pas le seul à se défendre comme ça, et il a essayé de se défendre tout seul, et puis il a retrouvé des soutiens, en particulier auprès de Systex. Voilà. Il y a Alerte Pollution également. Et là, ce problème des sites pollués par l'industrie, par l'exploitation minière, ça se trouve en conflit, code de l'environnement, code minier, qui ne tiennent pas compte l'un de l'autre, les méandres de la justice, parce que c'est très, très compliqué pour faire valoir, et puis c'est trop tard, et puis à qui s'adresser. Voilà, vaste sujet, pas résolu du tout, et qui plombe la vie de bien des gens. Là, récemment, on a rencontré un couple qui était vraiment démuni et déprimé et endetté par toutes les actions en justice qu'ils avaient dû faire. La suivante, s'il vous plaît. Autre sujet, ben voilà, juste la photo, puis on passe à celle suivante, parce que c'est Metal Europe. Là aussi, on en a parlé récemment. La suivante, s'il vous plaît. Donc, septembre 2022, Metal Europe. Alors là, par exemple, c'est dans le Pas-de-Calais. L'usine a fermé en 2003. La grande cheminée que je vous ai montrée tout à l'heure, elle a été dynamitée en mars 2006. Donc, les gens savaient qu'il y avait du plomb puisqu'ils y travaillaient. Hein. C'était une source de revenus. Tout le monde construisait sa petite maison autour de l'usine. Et puis, on a tardé à faire des dépistages. Il y en a eu un qui a été lancé en juin 2022. Seulement 15% des enfants ont été jusqu'à présent testés. On a déjà découvert 8 cas de saturnisme et 68 d'imprégnation, c'est-à-dire entre 25 et 50 microgrammes par litre de sang. Mais ça, c'est les enfants là tout de suite maintenant. Mais tous ceux qui ont grandi là, depuis toutes ces années, tous ceux qui sont devenus adultes là, qui se sont dispersés sur l'ensemble du territoire et peut-être même ailleurs, quel lien ont-ils fait entre cette pollution et leur mauvais état de santé, hein, que ce soit l'AVC, les difficultés à avoir un enfant ou les problèmes à suivre à l'école. Et là, ce qui a été proposé à ces familles où on a détecté des cas de saturnisme, c'est une enquête environnementale, comme ça doit être fait à chaque fois qu'on a un enfant avec un taux de plomb supérieur à 50 microgrammes par litre de sang.
Et là, l'ARS a dit qu'au moins une autre source d'exposition potentielle au plomb liée au mode de vie ou à l'habitat a été identifiée pour 3 enfants. C'est-à-dire que c'est peut-être bien à cause de métallurite, mais c'est peut-être bien aussi à cause de la céruse. Et alors là, on se renvoie la balle. Et alors là, est-ce que ça vaut la peine de nettoyer dehors si dedans aussi il y a des soucis? Et ce qu'on a demandé aux familles, c'est de nettoyer avec une serpillière et de couper les ongles courts, ce qu'on recommande aux familles quand il y a des risques d'intoxication par le plomb. Et donc, il y a une association qui s'est créée en 2016 pour faire reconnaître le préjudice. Autre action sociale, il y a de la société, je veux dire, il y a une association de parents d'élèves, quelques femmes quelques mamans, on va dire, qui se sont regroupées pour faire des pétitions. Et vous voyez, c'est qu'à partir du mois dernier. Alors que cette usine, elle a été démolie en 2003, ce qui veut dire que ça faisait déjà fort longtemps qu'elle faisait des dégâts. Et c'est seulement maintenant que ça ressurgit par le volet santé. Et avant, peut-être ce qui était privilégié, c'était le travail. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans ce cadre-là de Métal Europe, l'avocat des familles et de la communauté d'Hénin Carvin a écrit au préfet du Pas-de-Calais, mais il n'y a pas eu de réponse. Il voulait qu'il y ait des mesures pour protéger les enfants et qu'on ait, comme avec Notre-Dame, des mesures à quoi on a affaire, combien il y en a, à quel endroit, voilà, et comment, où ça se situe, parce que selon l'endroit où ça se situe, on le prendra en charge très différemment. Si c'est dans la cour de l'école, on va pouvoir retirer le revêtement et en mettre un autre. Si c'est dans la terre, il faut nettoyer la terre. C'est très compliqué, mais voilà, ça peut être fait. En tout cas, on ne laisse pas la terre accessible pour les enfants, ni même pour les adultes. Et puis, il y a eu l'émission de France 5, Vert de race, que vous avez peut-être vu, où on estimait qu'il y avait 5 815 enfants qui auraient pu être atteints du saturnisme entre 1962 et 2020, alors que la préfecture dit que depuis 10 ans, il n'y a eu qu'un seul cas de saturnisme dans la zone. Il y a un sacré décalage là, qui peut s'expliquer de plusieurs façons. J'y reviendrai là tout à l'heure. Mais ce qui a l'avocat donc qui avait tenté cette action à référer, l'action n'a pas débouché, mais il a été admis par la Cour il fallait la Cour renvoyer cette affaire en disant que il y avait eu des mesures récemment faites, un effort de dernière minute, et que bon, elle ne pouvait rien en dire d'autre. Mais au moins l'avocat a dit on en a parlé. Cette mesure, effectivement, ces efforts ont été faits, des relances ont été faites auprès des familles, et peut-être qu'on va se bouger un petit peu. Et peut-être aussi qu'on va élargir la zone, parce que là, on était resté tout autour de l'usine, et il faut admettre, comme à Tchernobyl, qu'il y a des vents, et que les voitures ont circulé, et que, bref, les particules de plomb, qui sont des particules très légères, ont circulé largement dans une zone beaucoup plus large que ce qui était prévu jusqu'alors. Et qu'en fait, c'était 7500 familles qui ont été concernées au moins. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les autres sources de plomb. Il y a les vitraux, qui est aussi une profession. Les professionnels
du vitrail, ils ne peuvent pas utiliser, a priori, jusqu'à présent du moins, autre chose que du plomb pour faire associer les plaques de verre. Mathé, je me permets, je crois qu'il faut que tu fasses attention au temps, si je puis me permettre. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc, le cristal, oui, excuse-moi, l'essence de plomb dont je parlais tout à l'heure, la cigarette, les plombs de chasse, et on en trouve dans les couches. La suivante, s'il vous plaît, dans les couches, le rouge à lèvres bien rouge. On a des outils, quelques mesures législatives, mais qui sont insuffisantes et pas toujours respectées. Il y a bien sûr le dépistage de la femme enceinte et des jeunes enfants en 9e, 24e mois, et l'entretien prénatal du 4e mois de grossesse. Mais en fait, c'est très rarement fait parce que les médecins ne sont plus formés au saturnisme et ne pensent pas à faire une enquête environnementale, à poser des questions sur les conditions de vie et de loisirs des parents. Il y a le constat de risque d'exposition au plomb qui doit être remis lors de l'achat d'un logement ou de la location d'un logement. Construit avant 1949, c'est insuffisant puisque ça a été utilisé jusqu'en 1990, c'est rarement remis. Il y a l'obligation des travaux parce que quand on trouve du plomb dans un logement, on doit recouvrir dans des conditions particulières et ça n'est pas toujours fait et pas toujours contrôlé. Comme on a vu tout au cours de cette petite présentation que je viens de vous faire, il y a beaucoup de vides juridiques sur les propriétaires de terrain qui découvrent a posteriori que c'est un lieu qui est pollué. Que deviennent les enfants qui ont été intoxiqués en plomb? Il y a tout un travail de nettoyage qui n'est pas fait, de mesures qui ne sont pas faites ou qui ne sont pas publiées. La suivante, s'il vous plaît. Non, celle d'avant, voilà, c'est fini. C'est un petit travail de fourmi qu'il faut faire et nous nous efforçons de le faire à l'Association des familles victimes du saturnisme, dont je vous donne ici quelques références. Et la slide d'après, c'est des références de lecture saines et instructives. Voilà, les premières, je pense que tu en parleras. Voilà. Merci à vous. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Quand j'ai été invitée à venir m'exprimer dans cette session, j'ai tout de suite pensé à la question du saturnisme parce qu'elle me semblait parfaitement répondre à la fois au thème général du séminaire de cette année, soins, nature et patrimoine. Si on prend le soin, on va dire, dans un sens large, parce que je pense que le travail que fait la FVS, vous l'avez bien entendu, c'est une forme de soin, même si ce n'est pas des soignants, mais dans l'accompagnement qui est fait des familles, des personnes, des jeunes, nature bien évidemment, et puis patrimoine sur cette question du bâti qui est absolument centrale. Et puis, il m'a aussi semblé que c'était vraiment, et ça sera les 3 points sur lesquels j'organiserai, ce qui est plutôt un commentaire un peu libre à partir de cette présentation qui est voilà, extrêmement politique et extrêmement concrète, comme vous avez pu l'entendre, sur à la fois la naturalisation du social, ça sera le premier point, l'incorporation des inégalités sociales, le second point, et puis tous les enjeux actuels, on va dire, de politisation de la nature. Naturalisation du social. Donc, Mathé a très bien montré comment le plomb fait partie de ces sujets de santé environnementale qui font l'objet systématiquement, avant tout, d'un déni ou d'une relativisation. Il y a un politologue qui travaille sur les questions de santé environnementale qui s'appelle Emmanuel Henry, qui travaille sur la façon dont on
on fait des non-problèmes. On a beaucoup de littérature qui explique comment on forme des problèmes de santé publique, hein, comment on fait, je ne sais pas, d'une question, un problème qui relève de l'école, un problème qui relève de la police, etc. Comment on les cadre. Mais on a tout un mouvement sur les gens qui s'intéressent à la santé environnementale ces dernières années en sciences politiques qui s'intéressent à savoir comment on fait pour ignorer des problèmes qui étaient, quand on regarde les chiffres de prévalence, que ça soit à l'échelle française ou à l'échelle mondiale pour le saturnisme, des problèmes qui sont massifs, hein. On n'est pas du tout sur le bord du trait, on n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler une maladie orpheline, et comment on fait pour qu'ils soient totalement ou quasiment ignorés. Les questions, à juste titre, hein, par exemple de cancer, sont très traitées dans les médias. Essayez de vous souvenir combien de fois vous avez entendu parler des intoxications au plomb et du saturnisme, on va dire avant Notre-Dame, qui, comme l'a montré Mathé, a quand même changé un certain nombre de choses. Donc on a comme ça une question centrale, une question où les connaissances sont extrêmement robustes. On a vu avec le Covid les difficultés qui sont celles d'une question où les savoirs ne sont pas encore stabilisés, du moins ils ne l'étaient pas au début. Là, la question du plomb, du fait que le plomb est dommageable à la santé humaine, c'est connu depuis l'Antiquité, et on a des travaux qui sont extrêmement nombreux construits, et en plus, il n'y a pas de controverse scientifique. On a même plutôt des résultats qui s'accumulent d'année en année et qui montrent d'ailleurs qu'il n'y a certainement aucun seuil de toxicité et que le plomb, comme tu le disais Mathé, commence à être dommageable dès qu'il est en présence de l'être humain. Donc, aucune controverse scientifique, un consensus quasiment complet, et pourtant un problème largement ignoré et renvoyé à quelque chose, on va dire, d'une espèce de naturalisation de ce qui ne l'est pas. Le plomb est directement un héritage de la révolution industrielle du 18 et du 19e siècle, avec un produit massivement utilisé dans l'industrie, dans la peinture, qui va se retrouver partout dans nos campagnes, dans nos villes, et dont on a fini par finalement accepter sa présence comme quelque chose de naturel, alors qu'on ne peut pas faire d'une certaine façon plus construit par l'histoire humaine que le fait d'avoir répandu le plomb dans l'ensemble des espaces habités. Le deuxième point où il y a une naturalisation du social, alors je vais pas, j'en ai pas la capacité, reprendre tous les champs où émerge le plomb qu'a évoqué Mathé. Moi, celui que je connais un petit peu le mieux, c'est celui de l'habitat insalubre, et plus spécifiquement de l'habitat insalubre parisien, qui est un sujet que moi j'ai abordé, donc non pas avec l'entrée de la FVS qui est celle du plomb, mais avec l'entrée de la santé des immigrés. Moi, je me suis intéressée à la façon dont les personnes immigrées, donc quand je dis immigrées, c'est au sens de l'INSEE statistique. Une personne immigrée, c'est une personne qui est née étrangère dans un pays étranger. On est, du point de vue de la statistique, immigré toute sa vie, c'est-à-dire que les personnes, et c'est le cas de la majorité d'entre elles, peuvent soit être en situation régulière, en situation irrégulière, devenir français, mais la notion d'immigré, elle n'est pas du tout une notion, c'est une notion démographique qui ne renvoie pas au statut administratif et qui s'intéresse spécifiquement au lieu de naissance. Et pendant très longtemps en France, on a eu un déficit de connaissances sur la santé des immigrés en tant qu'immigrés. On a eu une ignorance qui faisait que cette question de est-ce qu'il y a des phénomènes de santé qui touchent plus les populations immigrées que les autres, la France a mis plus de temps que d'autres pays, plus de temps que l'Amérique du Nord, plus de temps que la Grande-Bretagne, à regarder ce qui se passait. Et souvent, les populations étaient immigrées, leur santé était seulement regardée du point de vue de leur niveau social,
et qui renvoyait souvent à des formes de pauvreté ou de précarité. L'une des raisons pour lesquelles il y avait très grande réticence à essayer de s'intéresser à la santé des immigrés, c'est qu'on avait la crainte de stigmatiser ces populations immigrées en regardant comment ça se passait pour elles. Un exemple significatif, je sors un peu, mais je vous promets, après je reviens très rapidement au saturnisme. On sait, c'est vraiment un fait structurant, que l'épidémie de VIH dans les années 80-90, elle touche de façon disproportionnée des personnes immigrées. Le ministère de la Santé de l'époque le sait très bien et d'ailleurs, comme c'est une maladie à déclaration obligatoire, constitue des chiffres très précis qui apportent des connaissances très précieuses sur qui sont les personnes vivant avec le VIH et donne des renseignements qui pourraient être très précieux pour des acteurs de santé publique, des associations, des institutions publiques pour mener des actions auprès de ces personnes, que ça soit du côté de la prévention ou du soin. Eh bien, le ministère de la Santé en France va faire le choix pendant plus de 10 ans de ne jamais publier ces chiffres en disant si on met dans la place publique le fait que les personnes vivant avec le VIH sont plus souvent des immigrés que les autres, on va renforcer un certain nombre de propos racistes qui existent. Hein. Cette crainte n'était pas complètement infondée, qui associe immigration et risque de contamination, immigration et épidémie, immigration et pratiques qui sont discriminées, l'usage de drogue, le fait d'être homosexuel. Et donc, pour ne pas surexposer ces populations déjà discriminées, on va mettre ces chiffres de côté. Il va falloir en fait des associations immigrées elles-mêmes qui vont dire, et notamment ça va être leur slogan lors d'une action en 1998 sur l'Institut national de veille sanitaire, qui était le producteur de ces chiffres, qui va dire ces chiffres nous appartiennent. Et nous, si on n'a pas ces chiffres officiels, on ne peut pas aller revendiquer auprès des pouvoirs publics l'attention que l'épidémie dans nos communautés, mais communautés au sens de groupes sociaux, nécessite, alors même il y a peu de campagnes de prévention dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes immigrées. C'est plus difficile d'accéder à des droits sociaux et donc d'accéder au traitement. Et on va avoir une controverse très forte. Et il se passe une chose à peu près équivalente pour le saturnisme, mais là aussi, on va avoir une naturalisation du social. Quand on regarde la façon dont se formalise la question du saturnisme, assez rapidement, quand on a les premiers cas de saturnisme qui sont reconnus, parce qu'il y en avait certainement avant du côté de l'hôpital pédiatrique Robert Debré, on a très vite les médecins font l'expérience du fait que c'est majoritairement des familles immigrées d'origine d'Afrique subsaharienne qui sont touchées. Et on va avoir une controverse qui est plutôt une controverse d'experts, pour soit renvoyer cette surreprésentation des familles d'Afrique subsaharienne à des comportements culturels. Mathé l'a bien montré, hein, qui serait les enfants ont plus tendance à faire du main-bouche, on a de la vaisselle, on a des onguents, on a un certain nombre de choses qui fait que, en fait, on a une essentialisation, c'est-à-dire le plomb. Là aussi, l'intoxication en plomb serait liée à des comportements individuels qui renverraient à des cultures. Et ce qui mène en fait à un registre d'action qui va être du côté d'un travail social, d'un travail éducatif. Et ça va durer quand même plusieurs années où ça va être le paradigme dominant d'explication de ce phénomène épidémiologique. Là aussi, avec une naturalisation, une essentialisation de cette exposition au plomb.
Et puis, on va avoir un deuxième fil qui va être mené par un certain nombre de militants. Il faut se souvenir aussi qu'on est dans des grandes années, les années 90, de mobilisation autour des questions d'accès à la régularisation pour les sans-papiers. On a des mouvements de sans-papiers très, très forts qui vont dire, mais cette surexposition au plomb, elle est absolument, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas le type de logement dans lequel vivent ces familles. Et ces logements, ce sont des logements insalubres parce que quand on n'a pas de papier ou quand on est dans une situation administrative très précaire, on n'a accès qu'à ces types de logements. Et donc il y a, vous liez ça, vous liez saturnisme et culture. Et nous, on vous propose un autre paradigme d'explication qui est logement, qui est famille immigrée et type de logement auquel on a accès quand on est dans ces situations sociales. Avec quelque chose de très, très intéressant, c'est qu'on n'efface pas du tout la variable immigrée. On ne réduit pas les gens à une variable. On dit il faut la prendre en compte, mais il ne faut pas la prendre en compte comme vous le faites. Et là, on arrive sur un tout autre mode d'action, beaucoup plus lourd pour les pouvoirs publics, parce que envoyer des travailleurs sociaux pour dire à des familles attention, il ne faut pas cuisiner dans ce type de plat, attention, il faut bien se laver les mains en rentrant à la maison, et dire en fait, peu importe les comportements qu'auront les gens, quand on vit dans ce type d'habitat, quand on a un enfant, quel que soit l'enfant, hein, je pense que tout le monde sait que lutter contre le main-bouche pour un enfant de 1 an, indépendamment des questions culturelles et tout, ça n'existe pas. C'est une lutte de chaque instant, une lutte un peu vaine. Et l'important, c'est évidemment d'être en un milieu sain où cette pratique, qui est une pratique je ne sais pas si on peut je sais pas s'il y a aucune pratique qui est universelle, mais en tout cas qui n'est pas corrélée à des facteurs culturels. C'est le fait d'être dans un environnement sain qui fait que c'est pas préjudiciable à la santé. Et ce qu'il faut plus faire, c'est pas des actions éducatives envers ces familles, c'est pas une réforme des comportements, c'est la possibilité de sortir de ces logements insalubres et d'avoir accès à un autre type de logement. Et là, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes politiques publiques, que ça coûte beaucoup plus cher, que c'est des populations qui sont rarement prioritaires parmi celles dont les politiques publiques s'intéressent, et que c'est un fil aussi qui met la responsabilité sur les propriétaires, qui met la responsabilité du saturnisme sur les politiques publiques de logement, et qui finalement dénature, ou qui est un modèle explicatif qui dénaturalise le saturnisme pour le resocialiser et aussi revoir le schéma de responsabilité. Et c'était vraiment le premier point où je trouvais qu'il y avait quelque chose qui résonnait beaucoup avec le thème qui est traité aujourd'hui. Dans le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de l'incorporation des inégalités sociales. Alors, je ne l'ai pas dit et c'est un tort. Beaucoup des points que j'évoque sont très inspirés du travail de Didier Fassin, qui est vraiment le chercheur séminal en fait sur cette question et qui a aussi été un acteur de la reconnaissance du saturnisme comme finalement maladie du logement et pas maladie de la culture de ces familles. Et dans son cours au Collège de France que Mathé a cité, vous aurez beaucoup d'éléments très instructifs. Et sur cette question d'incorporation et inégalité sociale, on a parfois politiquement l'impression qu'il y a un petit peu deux traditions qui seraient d'un côté la tradition de la médecine sociale, qui s'intéresse beaucoup aux inégalités sociales, qui s'intéresse beaucoup à des maladies comme la tuberculose, et puis de l'autre côté, un autre fil qui est celui de la santé environnementale, qui s'intéresserait à la façon dont ce que tout le monde mange, le type de cosmétiques qu'on utilise nous expose à un certain nombre de risques, un peu
pas indépendamment de notre classe sociale, mais de façon un peu moins socialement marquée. Ben, je trouve que justement, avec l'exemple du ceinturisme, on voit bien que les questions de santé environnementale, elles sont complètement liées à des questions d'inégalité sociale, qu'on ne les comprend pas si on n'intègre pas cette dimension d'inégalité sociale. Et on commence à avoir des travaux de plus en plus nombreux. Il y a eu récemment un travail, je vais dire l'ANSES, mais là j'ai un petit doute, justement sur les inégalités territoriale en santé environnementale, qui montre que pour beaucoup de questions environnementales, par exemple la qualité de l'air, vous avez un match parfait. Par exemple, en Île-de-France, ce sont les plus pauvres et ce sont les plus précaires qui sont exposés à la plus mauvaise qualité de l'air. Alors, vous avez quelques contre-exemples, mais globalement, on a une congruence parfaite. Et du coup, les combats de santé environnementale, je le dis, alors c'est pas très philosophique, hein, qui sont parfois renvoyés à une forme de, c'est un peu un truc de bobo, c'est un peu un truc qui appartiendrait à des préoccupations de classe sociale supérieure, ce qui n'est pas sans réalité sociologique quand on regarde les enquêtes d'opinion, les votes, etc. Mais dans qui subit les problèmes de santé environnementale, qui incorpore les questions de santé environnementale. On le dit beaucoup au niveau mondial sur ceux qui payent le plus lourd tribut du réchauffement climatique, ce sont les pays du Sud, qui sont justement ceux qui n'ont pas profité de ce qui a été bâti avec et qui a provoqué des émissions de CO2. Mais si on se ramène à une échelle française et même à l'échelle d'une ville ou d'une métropole comme Paris et l'Île-de-France, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que ce sont les plus précaires qui subissent la dégradation environnementale de la façon la plus poussée. Puis il y a quelque chose qui est très intéressant. Moi, je viens de l'histoire, c'est la façon dont les inégalités sociales du passé, et là, je trouve que tout ce que Mathé racontait sur la question des usines, comment finalement une sociologie ouvrière qui est moins structurante qu'elle ne l'a été dans dans le, la configuration de la société française, mais comment les inégalités qu'ont subies la classe ouvrière, là je dis classe ouvrière qui renvoie vraiment à l'industrie lourde, eh bien ces inégalités, elles se sont inscrites dans le paysage. C'est-à-dire que ce qu'ont subi les corps de ces ouvriers pendant des décennies, finalement, aujourd'hui, c'est le territoire qui emporte la marque et qui, finalement, a lui aussi une terre qui a incorporé des inégalités sociales et des questions totalement ignorées. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous avant d'ouvrir à la discussion, c'est la question de la politisation de la nature. Et qu'on voit que, alors je pense que là, avec le décès récent de Bruno Latour, qui a vraiment été, je suis pas du tout, je suis pas une très grande connaisseuse de Bruno Latour, mais c'est quand même quelqu'un qui a justement travaillé à casser la distinction nature-culture et à retravailler cette question-là. Et on voit bien, avec l'exemple du saturnisme, comment on a une politisation des questions naturelles. Mathé nous a bien montré comment les questions de seuil deviennent des questions politiques. Comment, selon le seuil qu'on regarde, alors on a un résultat scientifique structurant, hein, le plomb, peu importe la dose, c'est jamais bon. Peu importe la dose, c'est jamais anodin. Tous autour de l'écran, on est un petit peu, on est certainement un peu intoxiqué à des niveaux très différents qui sont révélateurs de notre trajectoire territoriale et surtout de notre trajectoire sociale. Et ensuite, il y a des batailles de seuil
qui sont extrêmement fortes, qui sont à la rencontre de la question scientifique, de la question de la nature et de la question politique. Et on a des reconfigurations de la question du plomb, où d'ailleurs on est dans un moment assez intéressant, suite à l'incendie de Notre-Dame, où on est passé de la question du plomb, c'est la question du saturnisme, à la question du plomb, c'est aussi la question de l'intoxication de chacun à des niveaux différents qui, sans provoquer la maladie, reste une perte de chance et une perte de capacité cognitive et de santé pour chacun, et à quel point notre société accepte le fait que chacun et je reviens à mon deuxième point, hein, certains beaucoup plus que d'autres selon leurs conditions sociales, chacun accepte que, ben, en vivant dans une grande ville qui a été une métropole industrielle, on accepte une dégradation insensible, souvent difficilement mesurable, mais quand même on accepte une dégradation de notre santé, et à quel point collectivement, politiquement, on investit ou non dans des moyens pour se débarrasser du plomb, et à quel point on en fait une priorité de santé publique, et comment eh ben, on va politiser ou pas cette question-là, et comment on va en faire des objets de mobilisation. Avec, si on prend deux extrêmes, si on essaie de sortir un petit peu, et puis je finirai là-dessus, la question du saturnisme, on a des sujets, on en discutait avec Mathé tout à l'heure, qui ont été déjà politisés avec des choses qui peuvent se rapprocher, même si c'est une histoire spécifique de la question du plomb, qui sont les sujets comme l'amiante. Où on a des mouvements proches, on retrouve cette question du travail, on retrouve cette question de l'habitat, on retrouve cette question du passé ouvrier incorporé et maintenant inscrit dans les territoires et dans le bâti. Et de l'autre côté, on a un peu les combats à venir. On sait que, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont un endroit où on est dans un moment de construction du savoir scientifique. On n'est pas du tout au même point où on peut l'être. Alors, on a beaucoup de choses, hein, mais on n'est pas du tout au même point qui est celui de nos connaissances sur le plomb. On est encore dans un moment de discussion, même si on commence à avoir des choses très solides. Et il y a une vraie question sur quelle forme de combat social il va se passer. Est-ce que le combat social, là encore, c'est pas très philosophique, ça va s'arrêter à ce que chacun sur son smartphone télécharge une appli pour vérifier que son shampoing est vraiment pas trop dangereux, ou est-ce qu'on va aller vers des formes de politisation sur le champ judiciaire? Est-ce qu'on va avoir les hommes et les femmes qui vont développer ou qui développeront des cancers dont ils estiment qu'ils peuvent être attribués aux perturbateurs endocriniens, ou des troubles de la fertilité dont ils peuvent être, qui vont porter ça dans l'arène judiciaire? Est-ce qu'on va avec des demandes de réparation? Est-ce qu'on va avoir des purs mouvements sociaux? Est-ce qu'à un moment, on va avoir des gens qui iront manifester, se révolter contre des géants de la cosmétique en dénonçant un empoisonnement depuis des années? Là, on est sur un sujet qui reste extrêmement ouvert, et dont les formes de politisation ne sont pas tout à fait arrêtées. Et je pense qu'on est vraiment dans un moment extrêmement intéressant et extrêmement fort. Et le dernier point, comme on s'exprime dans une chaire de philosophie à l'hôpital, c'est la façon dont, dans tous ces combats, et sur le combat du saturnisme, c'est patent, ça se joue dans plusieurs endroits à la fois. Par exemple, sur le saturnisme, on s'aperçoit, alors je suis de la ville de Paris, je vais prêcher un peu pour ma chapelle, j'espère que vous me l'autoriserez, mais par exemple, ce sont beaucoup les professionnels de la PMI dans les années 90 et dans le début des années 2000, parfois
contre leur hiérarchie, hein, je ne vais pas réécrire l'histoire, mais ce sont parfois des professionnels qui, depuis l'intérieur des institutions, ont permis de formuler justement, par cette connaissance qu'ils avaient, par cette connaissance du fait que quand on est professionnel de la PMI, voir que le souci, c'est avant tout les conditions de logement indignes qui sont faites à ces familles qui sont en cause et pas des phénomènes culturels immémoriaux. C'est pratiquement une expérience physique qu'on fait dans son métier quotidien et que on a le travail des militants, mais on a aussi ce travail depuis l'intérieur des institutions, depuis ces savoirs à la rencontre du professionnel et de l'expérientiel, qui ont été absolument nécessaires pour faire émerger ces questions de santé environnementale et apporter cette connaissance de ces questions qui affectent hélas souvent des populations qui ont difficilement voix au chapitre. Je vous remercie.